Retrouvez le podcast Caliblue, première plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels du BTP aux Antilles-Guyane. Je suis en présence de Monsieur Nicolas Rigaudot. Vous êtes président de la Maison de l'Architecture. L'une des actions de la Maison de l'Architecture consiste à rencontrer les différents acteurs qui gravitent autour de votre domaine d'activité. Donc ça peut être les collectivités, les entrepreneurs du BTP, mais aussi le grand public. Donc c'est dans ce cadre-là que nous nous rencontrons aujourd'hui. Plus précisément, l'architecture veut à travers un travail pédagogique sensibiliser le grand public à la qualité architecturale. Donc c'est dans cette démarche-là qu'on se rencontre pour pouvoir avoir vraiment quelques précisions sur les œuvres architecturales et aussi sur le travail que vous faites au quotidien. Tout à fait. Voilà. Je dis vous, mais on va mettre tu tard. Voilà. Donc la première question que j'avais, ce serait déjà qu'est-ce qui pousserait quelqu'un à faire appel à un architecte? Alors il faut savoir que les architectes, ce sont des professionnels donc, de la construction. Mais pas seulement de la construction, ce sont des gens qui sont formés à la culture et qui font entre 6 et 8 ans d'études après le bac pour acquérir un certain nombre de compétences. Et ce qu'il est capable de proposer aux gens qui viennent le voir pour construire un édifice, quel qu'il soit, parce que l'architecte c'est un généraliste, hein, un architecte n'est pas spécialisé. Donc un architecte peut construire aussi bien un cabanon au fond d'un jardin que de l'architecture intérieure, que d'un hôpital ou bien un aéroport. Enfin ça va vraiment de toutes les échelles. Et quand l'architecte est également urbaniste, il est capable de concevoir des quartiers de ville. Voilà, d'aider les politiques à la prospection urbaine et même peut travailler à l'échelle du territoire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on vient voir un architecte? C'est qu'un architecte vous écoute et à partir de vos besoins, de vos goûts, de l'évolution possible de la famille, l'architecte aide à définir un projet, donc une disposition des lieux, une organisation des volumes, un aspect extérieur. Et la spécificité de l'architecte dans tout le monde, dans toute l'offre qui existe aujourd'hui, c'est qu'il ne vend pas de modèle. L'architecte fait du sur-mesure. Il va à l'encontre et à l'écoute de son client. Il produit un plan, un espace, un ensemble d'espaces qui vont répondre vraiment aux besoins spécifiques de ce client. Il n'y a pas de catalogue. Voilà, il n'y a pas de catalogue. Donc c'est vraiment une grosse valeur ajoutée, c'est ce sur-mesure. Une fois que le programme et le coût d'un projet qui est défini, l'architecte, et ça c'est assez unique, il est indépendant et il est en relation avec le client, c'est-à-dire que son rôle c'est de vous défendre et de faire respecter auprès de tous les gens avec qui vous allez collaborer, donc c'est un peu un avocat en fait, auprès des entreprises pour faire bénéficier une réalisation de qualité dans des meilleures conditions de prix possibles. Voilà, il assure également le suivi des travaux et le respect des délais. Ça, c'est très important. Parce que très souvent, en fait, ce dont les gens n'ont pas conscience quand ils vont voir d'autres professionnels, comme des constructeurs, qui leur proposent des produits clés en main, c'est que le constructeur, il est jugé partie. C'est-à-dire qu'à la fois, il propose des modèles, et en plus, c'est lui qui va les réaliser. Donc, il n'y a pas de contre-pouvoir, entre guillemets. Oui. Vous êtes complètement, entre guillemets, assujetti à ses compétences et à son pouvoir. Voilà. Ensuite, l'architecte... il va constituer tous les documents pour vous, donc un permis de construire, tous les documents, le dossier de consultation des entreprises, etc., jusqu'à la remise des clés, et même après, dans un certain temps, un suivi des travaux effectués, voilà, jusqu'à la garantie de parfait achèvement, 1 an après la fin de la construction. Donc, voilà. L'architecte a également une décennale. L'architecte a une assurance professionnelle, a une assurance de garantie décennale, tout à fait. Voilà, il est censé rentrer vraiment complètement dans le cadre de la loi. C'est pourquoi un architecte va être très prudent dans la façon dont il va faire les choses. Il va faire un contrat. Il va vous proposer le plus souvent un contrat d'esquisse préliminaire pour commencer. Et ensuite, si vous le souhaitez, continuer avec lui un contrat soit jusqu'au permis de construire, soit un contrat de mission complète qui va aller jusqu'au suivi de chantier et jusqu'à la livraison du bâtiment. Ça, c'est très important. C'est une garantie pour tout le monde. Souvent, on a l'impression que suivre les lois, c'est un peu embêtant et que ça peut être contraignant.
Mais le jour où il y a un pépin, Ouais. le jour où il y a un problème, le jour où il y a un cyclone par exemple, pour établir les responsabilités, pour savoir qui a fait quoi, lorsqu'on a bien fait les choses dans l'ordre et dans le cadre de la loi, eh bien, au moins on est assuré et on n'a pas de problème. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qu'on prêche aux gens qui... bon, c'est vrai que souvent les gens nous disent « Oui, on ne peut pas faire, moi j'ai mon copain qui peut me faire ci, qui peut faire ça. » Nous, on dit « Oui, vous faites comme vous voulez, parce qu'on ne peut pas imposer à personne de faire comme il a envie, sauf le cadre de la loi, à partir de 150 mètres carrés de surface de plancher, où il est obligé de faire appel à un architecte. En dessous, la personne fait comme elle le souhaite, mais on la met en garde contre tous les charlatans qui existent sur le marché et contre aussi après les défauts d'aspect, les défauts de réalisation qui en cas de cyclone peuvent s'avérer catastrophiques pour lui et sa famille. Voilà. Et parce qu'on parle justement de la différence entre le constructeur et l'architecte. Donc les différences majeures, donc on a retenu qu'il y a du sur-mesure qui est fait du côté de l'architecte. Le constructeur va plus vous proposer un catalogue. Non seulement un catalogue de plans, mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le constructeur, pour faire un maximum de marge en fait, sur son produit, il va essayer d'avoir, tout en respectant, parce qu'il est obligé de respecter les normes sismiques et cycloniques, mais il va toujours choisir les matériaux les moins chers, qui vont lui coûter le moins, pour pouvoir faire sa marge au maximum. Parce qu'on peut faire des marges, différentes marges, mais bon, le but d'un entrepreneur, et bon, c'est un peu normal, c'est le profit. C'est le profit. Il va tirer sur toutes les ficelles pour avoir un maximum de marge. Or, nous, on n'est pas dans cette démarche-là, on est dans une démarche pour faire effectivement respecter les prix à notre client, pour que le chantier ne sorte pas du budget qui a été fixé au départ, ou qui a été préévalué, mais toujours dans un maximum de qualité, c'est-à-dire le meilleur rapport qualité-prix. Et comme nous on est indépendants, c'est-à-dire qu'on n'a aucun contrat avec l'entreprise, nous on est au service, on est comme un avocat un peu au service du maître d'ouvrage, donc celui qui vient nous voir, qui paye le client. Eh bien nous, on est un intermédiaire entre lui et les entreprises. Et nous on connaît comment se font les choses, alors que le client ne lui connaît pas. Donc souvent, sur un chantier, quand il y va, le constructeur lui dit « Oui, on a fait comme ça, vous inquiétez pas, c'est comme ça qu'on fait », ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, on essaye d'économiser un peu pour justement faire plus de marge. Et voilà notre rôle et la différence qu'on peut avoir avec d'autres types de professionnels. C'est ce qu'il faut savoir. Vous êtes Après, sachant. On est sachant. On a aussi un code des devoirs professionnels, un code moral, auquel on prête serment quand on adhère à l'ordre des architectes. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'assez important, parce qu'on a quand même une vocation éthique aussi en tant qu'architecte. Et c'est peut-être une différence aussi avec d'autres types de professionnels. Et du coup, l'auditeur, celui qui a envie de faire des travaux, il va vous dire « Oui, effectivement, moi j'aurais bien aimé, je rêverais de travailler avec un architecte, mais le coût me freine, j'ai un peu peur que ça va me faire exploser mon budget. Donc, qu'est-ce que vous répondez un peu à ça pour pouvoir rassurer le client et pouvoir lui montrer la qualité de service qui est derrière? Alors, moi, ce que je fais, c'est que, en général, quand un client vient me voir, je lui dis tout de suite quels sont les obstacles qu'il risque de rencontrer, quelles sont les contraintes auxquelles il doit faire face pour aboutir son projet. Et puis je le mets tout de suite devant un impondérable qui est le coût minimum de construction au mètre carré ici en Guadeloupe. Voilà, et qui fait que de toute façon, qu'il passe par un architecte ou un constructeur, grosso modo, pour pouvoir avoir un projet fini, je parle bien d'un projet fini, c'est-à-dire très souvent l'astuce, et je dirais même l'arnaque entre guillemets, c'est qu'on vous vend des prix au mètre carré qui ne constituent pas l'ensemble des prestations. C'est-à-dire qu'on vous livre une maison, mais c'est à vous de finir la peinture, c'est à vous de faire le portail, la clôture, de faire le béton qui va vous permettre de rentrer avec votre véhicule sur votre terrain, quand on parle d'une maison individuelle. Il y a tout un ensemble de faux frais que certaines personnes ne disent pas, et du coup on vous donne un prix au mètre carré qui est complètement faux. Et vous allez signer un contrat avec ce prix-là, mais en fait à la fin vous allez devoir payer en plus. Et donc l'idée c'est que l'architecte, lui, par rapport à ça, il a le devoir d'être honnête et de vous prévenir dès le départ. Ensuite, le mode de rémunération d'un architecte, effectivement, c'est difficile de dire au préalable le coût réel, parce que ça va dépendre d'un grand nombre de facteurs. L'architecte, c'est un professionnel qui travaille, qui doit payer un loyer, qui doit payer l'électricité, qui doit payer un certain nombre de frais, et qui aussi doit se déplacer beaucoup, qui doit aussi se cultiver, parce qu'à chaque nouveau chantier, on va apprendre des choses, on va aller chercher des nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances. Donc, en général,
on calcule un peu le coût journalier d'une agence et puis on fait un peu nos tarifs en fonction de ça. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en général, par exemple, pour une maison individuelle simple, le coût d'un architecte peut varier entre les architectes les moins chers, vous allez pouvoir trouver 7% du montant total hors taxe des travaux et ça peut monter jusqu'à 12% si le projet est vraiment complexe. Et puis c'est aussi une fonction de la taille, parce que vous comprenez bien que si on fait une maison qui fait, si on conçoit une maison qui fait 120 mètres carrés, c'est pas le même charge de travail qu'une maison qui en fait 300, où on va dessiner les détails, parce que nous on dessine des détails, on va pas vous mettre la garde-corps de base du standard du grand public qu'on trouve en catalogue, on peut vous dessiner les garde-corps, on peut dessiner le mobilier intérieur si vous le souhaitez ou pas, on peut dessiner les poignées de porte, on peut dessiner tout puisque c'est notre métier. Voilà. Donc, en gros, voilà, il faut compter entre 7 et, bon, allez, on va dire 10% du montant total hors taxe des travaux pour l'architecte. À ça, il faut ajouter le coût d'un ingénieur, parce que nous, on recommande vraiment, et on travaille avec des ingénieurs structures pour calculer les structures, parce que c'est très important pour nous dans un pays sismique et cyclonique. Oui. Donc lui, en général, il ajoute entre... Bon, ça dépend. Hein, moi, là, ce que je dis, c'est vraiment à valeur consultatoire. C'est pas du tout... Enfin bon... Oui, c'est pas gravé dans le marbre. Voilà, ça peut être entre 3 et 5% en plus du montant total des travaux, selon les ingénieurs. Et ça va vous garantir encore une qualité de construction à toute épreuve. Parce que l'ingénieur, lui aussi, il a des assurances. Lui aussi, il a une morale et il doit répondre à des contraintes de la réglementation. Donc, c'est un homme de l'art. Donc quand on associe les deux, ça vous donne une équipe de conception et de maîtrise d'œuvre ensuite pour le chantier qui est de qualité et qui est indépendante. Et du coup, j'allais dire qui est complète, mais est-ce que dans cette équipe, vous avez aussi compté l'étude de sol ? Alors l'étude de sol, c'est quelque chose qui est préalable, qui est obligatoire pour nous en tout cas. On ne peut pas se permettre de construire un édifice sur un sol dont on ne connaît pas la nature. Donc l'étude de sol est très souvent aussi le relevé topographique avec le plan de cadastre, c'est-à-dire le bornage du terrain. Ça, ce sont des impondérables également qu'il faut ajouter au coût total du projet. Mais c'est pas nous. En fait, c'est pas nous qui vous facturons ça, c'est encore d'autres professionnels qui sont indépendants. Nous, on peut vous recommander des géomètres ou choses comme ça, mais voilà, ça ne fait pas partie de notre budget. D'accord. De nos honoraires. Tout à l'heure, en plus, on a évoqué qu'on est en zone à risque ici. Justement, est-ce que vous aurez des conseils pour pouvoir construire en zone à risque ? On a parlé justement de l'étude de sol, qu'il faut faire au préalable de manière impérative. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres précautions qu'on peut prendre ? Alors moi, ce que je conseille toujours aux gens, c'est de faire appel à des professionnels. Hein. Donc évidemment, en zone à risque, mieux vaut faire appel. Donc déjà, obligatoirement, quand on a un terrain, faire une étude de sol. Ça coûte, je crois, moins de 1 000 € pour la plupart des terrains. Bon, ça dépend de la taille de votre terrain. Donc faire appel à un géomètre pour faire un bon relevé topographique de votre terrain pour être sûr de bien maîtriser les altimétries et le déblai-remblai quand on va terrasser pour faire un bâtiment si le terrain est en pente. L'altimétrie, c'est les altitudes en fait du terrain, pour savoir par exemple s'il est en pente, de savoir de combien de pente il est. D'accord. Pour les accès, pour ensuite les murs de soutènement, pour la résistance du bâtiment au tremblement ou bien tout simplement pour les circulations, pour savoir comment vous allez accéder à votre maison, s'il y a plusieurs étages ou pas. Voilà, ça c'est une chose. Et puis ensuite, consulter les plans de prévention des risques, hein, parce qu'il y a énormément de données aussi qui sont contenues dans ces plans de prévention des risques, dans les différents... Étudier aussi le plan d'occupation des sols ou les PLU, plans locaux d'urbanisme, qui permettent d'avoir un grand nombre d'informations aujourd'hui sur les zones, si elles sont à risque ou pas, si elles sont naturelles, si elles sont urbaines, etc. Ces documents, on peut les retrouver à la mairie ? À la mairie, au service technique des différentes communes. Ouais. En général, c'est la consultation. Elles sont aujourd'hui aussi beaucoup sur Internet. Si vous demandez un exemplaire papier, on peut vous le facturer en mairie, mais en général, sur les sites Internet, vous pouvez les trouver en numérique pour les consulter. On est dans un cadre qui est moderne. Hein. Vous me l'avez expliqué justement pour m'expliquer où vous êtes situé. Et du coup, on constate qu'ici en Guadeloupe, on a beaucoup de constructions dites classiques. Qu'est-ce que vous pensez des constructions dites tendances qui sont attrayantes soit par rapport à des raisons économiques, donc ça peut être les maisons conteneurs ou les maisons modulaires, ou soit par rapport à des raisons écologiques, l'éco-construction,
la construction HQE, haute qualité environnementale. Quel est votre regard par rapport à ces constructions qui sont en vogue actuellement? Alors déjà, oui, effectivement, ici on ne réalise pas vraiment des constructions classiques parce que, pour quelle raison? En fait, ce que l'on appelle construction classique, c'est pas classique. C'est-à-dire, l'architecture classique ici en Guadeloupe, ça pourrait être l'architecture populaire, les cases créoles, qu'on a longtemps faites en bois et qui petit à petit se sont durcifiées, justement à cause des cyclones. L'architecture classique, ça peut aussi être l'architecture des édifices religieux, comme la cathédrale de Basse-Terre, ce genre de choses, mais il n'y en a pas beaucoup en Guadeloupe. Et puis l'architecture des habitations, des anciennes habitations sucrières, qui était l'architecture classique bourgeoise. Ces trois architectures classiques, aujourd'hui, on ne les construit plus tout simplement parce qu'on n'a plus les compétences, on n'a plus l'argent pour pouvoir les réaliser. Donc on peut les entretenir. Il y a un travail que la DAC fait pour entretenir les bâtiments patrimoniaux, le CAUE aussi aide pour ça. La région Guadeloupe entretient certains bâtiments. Mais aujourd'hui, en fait, ce qu'on appelle classique, c'est une espèce de copie de ce qu'on faisait autrefois. Quand on fait aujourd'hui, par exemple, une frisette sur un bord de toiture, c'est plus un artisan ferronnier qui l'a fait, c'est des choses qui sont prédécoupées, industrielles, qu'on pose. Et les modes de pose ont changé. Et les façades, en fait, qu'on réalise aujourd'hui, elles essayent d'évoquer ce passé nostalgique, mais en réalité, elles sont différentes. Et les proportions ont changé, puisque, par exemple, un poteau en béton n'a pas la même épaisseur qu'un poteau en bois avait dans une ancienne case. Et donc, tout ça, nous, on essaye de sortir de ça pour aller vers une architecture contemporaine, une architecture de notre temps, qui soit la plus ouverte possible, la plus facile à vivre, en accord avec la vie qu'on mène aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des véhicules, des voitures, des automobiles, on a Internet, on vit dans notre temps. On essaye de garder les qualités qu'avait l'architecture traditionnelle, comme par exemple la ventilation naturelle. Donc, le plus souvent possible, quand on peut, et c'est ce qu'on fait nous quasiment dans 99% des cas, on fait des logements qui sont à double orientation, qui sont traversants. Ça, c'est extrêmement important. Pour laisser pour que quand on ouvre la porte et la fenêtre, de deux côtés de la maison, l'air puisse traverser, le vent traverse. C'est pas quelque chose qui est très courant aujourd'hui, malheureusement, quand on voit certains plans d'habitation, de logement, mais c'est très important de le faire. Parce qu'en fait, quand vous ne le faites pas, vous avez parfois plus de rentabilité foncière. Vous pouvez mettre plus d'appartements ou de logements dans le même espace, même nombre de mètres carrés, parfois. Donc, c'est une facilité, entre guillemets. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc, d'ailleurs, je vous invite à aller sur le site de l'agence ADO, donc www.adoho.fr, pour voir un petit peu les réalisations que l'on propose. L'agence dans laquelle nous nous trouvons, d'ailleurs, c'est un exemple d'architecture contemporaine. Donc là, on voit qu'on est dans une salle qui est complètement vitrée. Pourtant, le bâtiment, il est résistant au séisme et au cyclone. Donc, voilà, l'un n'empêche pas l'autre, mais après il y a des choses qu'il faut faire, après des précautions à prendre, des normes à respecter, des façons de construire. Voilà, si on fait par exemple une dalle en porte-à-faux qui déborde dans le vide, on va mettre plus d'acier dedans, donc ça va coûter plus cher. Mais l'architecture, c'est ça. C'est-à-dire à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on va toujours construire des boîtes en béton très obscures avec des petits trous, ou est-ce qu'on essaye d'ouvrir à la nature, de s'ouvrir au monde, et puis de se protéger, de se mettre dans les bonnes orientations. Ici, vous voyez que le soleil, il est de l'autre côté, on est orienté est, nord-est, donc on est très à l'aise toute l'après-midi, toute la journée. Et, pas très chaud. On n'a pas chaud, on n'est pas ébloui. Voilà. Alors on l'utilise quand même, il faut le souligner, puisqu'on est dans des bureaux et que c'est très difficile. Ça, c'est un petit peu aussi un rêve. Ça peut exister, des bureaux qui sont ventilés naturellement, mais c'est très rare. Il faut vraiment qu'il y ait des conditions spécifiques pour le faire. Je crois que le siège, par exemple, du Parc national à Saint-Claude, je crois qu'il est ventilé naturellement. C'est un exemple, mais la plupart du temps, nous, quand on a conçu des bureaux ventilés, les gens ensuite ont demandé à fermer et à climatiser. Parce que le confort, en fait, il exige à un moment donné d'avoir un air à peu près sec et que les feuilles sur les bureaux ne se soulèvent pas à cause du vent, qu'il n'y ait pas de la poussière sur les ordinateurs, etc. Et puis surtout d'avoir une maîtrise de la température tout au long de la journée. Exactement. Les containers, voilà, oui, pour revenir au sujet, c'est une mode. Moi, je pense que la tendance est toujours intéressante à observer. Par contre, il faut se méfier des modes. Parce que derrière ça, il y a souvent du marketing, voilà.
Et l'idée de l'architecture, c'est plutôt de durer dans le temps, pas de faire du jetable. Et l'histoire des containers, il y a eu quelques personnes qui ont récupéré des containers en fin de vie, qui en ont fait des habitations pour le fun. Mais en fait, pour avoir travaillé avec des containers, on s'est rendu compte que la plupart du temps, récupérer un container, le faire venir en Guadeloupe, on est obligé de le travailler pour l'isoler, on est obligé de lui mettre une isolation, parce que le soleil c'est un four, on est obligé de le découper, parce que les dimensions d'un container ne sont pas possibles à vivre, hein. C'est tellement étroit par rapport à la longueur et par rapport à la hauteur, donc il faut l'ouvrir, donc il faut le découper, ensuite il faut le solidifier, il faut le contreventer pour qu'il résiste au vent, ensuite il faut, si on le superpose pour en faire plusieurs étages, il faut les solidifier pour que ça résiste au séisme, et à la fin finalement, ça vous revient beaucoup plus cher que d'avoir construit un module en métallique conçu directement. Et surtout, c'est beaucoup moins écologique parce qu'on y a mis beaucoup d'énergie pour pouvoir le rendre habitable. Voilà. Donc le container, c'est vraiment l'exemple type de ce qui est tendance, mais qui finalement est très cher et pas écologique du tout, au final. Voilà. Ensuite, si par exemple un client a déjà acquis des containers et qu'il veut faire un projet avec, évidemment qu'on va étudier ça avec lui, parce que notre but c'est de répondre à sa demande. Pour ce qui est des constructions modulaires également, il y a des choses magnifiques qui sont faites en construction modulaire. Par exemple, il y a un projet qui a été fait aux Abîmes, des locaux restos qui ont été faits en containers de couleur brisée, qui sont très sympas. Donc voilà, après on peut faire des choses bien, mais il ne faut pas être esclave de la tendance et de la mode. Il faut aussi à un moment donné avoir les pieds sur terre et savoir que l'architecture c'est quelque chose qui doit répondre à des besoins culturels. On ne fait pas n'importe quoi n'importe où. Ici on est en Guadeloupe, il y a des traditions constructives, il y a des traditions architecturales. Donc oui, pour une fois par exemple faire un projet par exemple si c'est un musée de la marine, utiliser des containers parce que ça a un sens. Vous voyez, parce qu'il faut mettre du sens, l'architecture ça doit avoir du sens, mais si c'est juste pour faire une maison parce que c'est la tendance, on ne va pas forcément aller vers ça. Voilà. C'est fou parce que les clients demandent de plus en plus ce type de maison sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire ce que ça implique en termes de coûts, comme vous l'avez si bien illustré. Et surtout dans le coût préalable, puisque c'est pareil, on ne pose pas un conteneur comme ça dans la nature, il faut qu'il soit ancré, il faut qu'il y ait une dalle en béton, il faut l'accrocher. Et c'est vrai que c'est pour ça que ça a peut-être été très bien marketé, puisque les clients qui viennent ne se projettent pas dans ce type de construction pour savoir tout ce que ça peut impliquer. Exactement. Donc, c'est le but du marketing, et c'est très bien fait. Il y a beaucoup d'émissions aujourd'hui de vulgarisation de l'architecture, vulgarisation de la décoration intérieure, qui sont très bien à regarder, je veux dire, c'est très sympathique, mais quand on connaît un petit peu et quand on est du métier, il y a aussi beaucoup de choses qui sont fausses dedans, de fausses affirmations, et les gens en fait ça vient un petit peu pénétrer leur imaginaire et ça leur donne des envies. Nous on est là aussi pour leur expliquer parfois que parfois oui ce sont des bonnes idées, parfois attention ça risque de vous coûter beaucoup plus cher et finalement d'être pas écologique du tout. Voilà. C'est notre côté éthique et moral, de dire aux gens un petit peu attention, d'aller dans le sens de leurs intérêts, puisque un client satisfait pour nous c'est du bouche à oreille après, il va parler en bien de nous et on aura d'autres personnes qui viendront nous voir, donc voilà c'est le but. C'est la meilleure publicité en plus. Exactement. Et du coup là on passe peut-être à 180 degrés, puisque quand on parle de maison HQE, là on est vraiment ancré dans le durable. Votre vision par rapport à ça? Alors par rapport à ça, nous par exemple on a réalisé un bâtiment HQE qui est le groupement pharmaceutique guadeloupéen qui est situé derrière Milénis aux Abîmes, qui est un process de fabrication de médicaments qui est réalisé en structure métallique avec une enveloppe en polycarbonate translucide bleu. Je tairai la marque, mais la marque est très connue. Et c'est un des premiers bâtiments qui a été réalisé avec ce matériau. Qui à la fois offre l'opportunité d'être isolant et en même temps laisse rentrer la lumière. Ensuite, le HQE, ça ne dépend pas d'un matériau. L'éco-architecture, l'éco-construction, en général, c'est beaucoup de gens vous le diront, c'est du bon sens, c'est-à-dire effectivement faire des logements traversants qui font que lorsqu'on les ouvre, la ventilation les traverse. C'est utiliser des matériaux le plus locaux possible, et c'est là que pour l'instant on a beaucoup de mal en Guadeloupe, puisqu'on ne produit pas de matériaux de construction ici, on importe tout, et que aujourd'hui il y a peu de matériaux qui répondent à toutes les contraintes en même temps, donc c'est souvent des compromis qu'on fait. On peut construire en bois,
soit structure bois ou structure métallique et puis autour une enveloppe en bois, soit on peut construire en béton, soit on peut construire en structure métallique et envelopper le bâtiment par de la tôle, ou bien avec d'autres types de matériaux comme le trespa qui sont une espèce de résine de bois imputrescible. Voilà, il y a plein de matériaux qui existent et en fait il n'y a pas un matériau qui est plus écologique que les autres. Ça aussi c'est une grande contre-vérité. Souvent on me dit oui ça c'est du béton, c'est pas écologique. Et ça dépend. Si c'est bien agencé, si le béton est protégé du soleil aux endroits où le soleil tape le plus fort, c'est un matériau qui est écologique aussi, autant que les autres, puisque de toute façon tous les matériaux avec lesquels on construit ici sont importés. Voilà. Il faut savoir par exemple que l'aluminium, c'est un matériau très polluant à produire, mais une fois qu'il est mis en œuvre, il est très résistant à la corrosion et donc il va durer très longtemps. Donc il faut faire un bilan global des choses pour dire si on est dans de l'écologique et du durable. Voilà. Mais nous, c'est vraiment, en tant qu'architecte, quelque chose qui aujourd'hui évidemment est incontournable pour nous. On a des formations, l'Ordre des architectes de Guadeloupe organise des formations, on a obligation de se former régulièrement. Donc, par exemple, moi j'ai fait déjà 2 ou 3 formations sur l'écologie dans l'architecture, l'architecture écologique, mais aussi urbanisme environnemental et durable. Parce que voilà, il y a aussi une autre chose, c'est que souvent on pense à l'échelle de la maison, l'architecture écologique, la ville, l'urbanisme, tout ça c'est lié. Voilà, toutes les échelles sont liées, donc ça veut dire qu'il faut penser aussi bien à l'échelle de la région, du département, de la ville et que du quartier que de la maison, pour faire de l'écologie vraiment. Voilà, c'est-à-dire développer les transports en commun. Les voitures c'est très polluant. Il faut qu'on arrive ici en Guadeloupe à développer nos transports en commun, à se déplacer plus facilement en vélo, à pied, avoir des trottoirs sur le bord des routes, avoir des trottoirs ombragés, avoir des bus, avoir peut-être bientôt un tramway ou bien des transports communs en site propre. Il y a des nouveaux modes de transport comme les cabines téléphériques dans certaines villes d'Amérique du Sud ou de France aujourd'hui qu'on voit apparaître. Et il y a un grand nombre de nouveaux modes de transport qui fleurissent et il faut les exploiter au maximum. Les voitures électriques également. Bref, c'est un ensemble de dimensions qu'il faut prendre dans toute leur entièreté. Voilà. C'est ce que veut un peu regrouper le projet de loi Élan. Pour pouvoir avoir une harmonisation du paysage urbain. Vous avez, en tant qu'architecte, vous avez un regard par rapport à ce projet qui va bientôt... qui a été voté récemment. Alors nous, justement, en tant qu'architecte, on s'est opposé à certains amendements de cette loi, à certains articles, parce que cette loi prévoit, pour faciliter justement la production de logements sociaux, de supprimer les concours d'architecture et de faciliter les ensembliers, c'est-à-dire un financier accouplé à une entreprise dont l'architecte ne serait plus que l'employé. Et donc on perdrait ce point de vue indépendant. Et ça, je pense que c'est au détriment de la collectivité. C'est-à-dire que le logement social requiert encore plus que le reste, puisque c'est pour des populations en difficulté, encore plus d'attention, encore plus de qualité. Et il y a eu de nombreuses expériences qui ont été menées dans le logement social dans les années 60, 70, 80. Et aujourd'hui, on regrette que l'expérimentation soit quasiment disparue du logement social et qu'on reproduise des recettes qui fonctionnent, mais malheureusement qui ne répondent pas aux besoins environnementaux et aux grandes questions écologiques des générations futures. Depuis les fameuses barres des années 70-90, on n'a pas évolué par rapport à... On n'a pas tiré de leçons. Si, il y en a eu, mais il y a eu des expériences qui ont été menées, mais trop souvent, devant la complexité de la réalisation, devant la réflexion que ça impose, on a un peu abdiqué, baissé les bras parce qu'il fallait construire vite. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne construit plus des bars parce qu'on ne veut plus de cette forme-là. Mais finalement, on construit des petits blocs, et toujours avec des parkings en bas des logements qui sont très peu végétalisés. Ces blocs-là sont toujours très pauvres en termes architecturaux parce qu'on n'a pas l'argent pour pouvoir faire de l'architecture, on n'a pas le temps de bien penser ces espaces. Et on nous impose aussi parfois des matériaux sans entretien, mais qui sont toujours les mêmes, qui sont très pauvres, et qui finalement, au bout d'une trentaine d'années, risquent d'amener à l'obligation de démolir ces édifices, comme on l'a fait pour les bâtiments des années 60. Donc là, c'est un grand cri d'alarme que l'Ordre national des architectes et plusieurs syndicats et plusieurs associations ont porté au niveau national pour faire entendre notre voix et crier une alerte par rapport à cette loi. En tout cas, pour ce qui concerne le logement social,
c'est de mauvais augure pour les logements de demain. Mais vous, votre vision pour justement l'architecture de demain, comment vous la concevez? Alors pour moi, pour l'architecture de demain, et notamment aux Antilles, parce que c'est ce qui nous concerne en premier lieu, comme je le disais tout à l'heure, c'est répondre aux défis urbains que pose la densification du territoire, l'afflux des populations qui veulent être toujours plus proches des centres. On a un centre industriel et commercial qui s'appelle Jarry, qui concentre plus de la moitié de la population active en Guadeloupe et qui crée un entonnoir chaque jour qui est devenu insoutenable en termes d'embouteillage et en termes écologiques, puisque malheureusement c'est là aussi que se trouve une mangrove et un centre de biodiversité incomparable et assez exceptionnel qu'on est en train petit à petit de dévorer. Donc l'idée c'est d'essayer de limiter au maximum l'émiettement et la consommation du territoire par des petites entités, des petites villas. On construit. En fait, la ville n'arrête pas de s'étaler, les bourgs s'étendent et on n'arrive pas à les limiter pour se garder des zones rurales finalement où il n'y aurait pas ce mitage de petites maisons, d'industries, de commerces et d'entreprises, d'usines. Où on pourrait garder des corridors verts, des corridors écologiques dans lesquels l'homme ne soit pas trop présent pour préserver la nature. Et en même temps, venir densifier un petit peu les bourgs pour qu'on y développe de la ville et qu'on vienne densifier un peu ces centres-là pour concentrer un petit peu l'activité. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que vous construisez une villa à l'écart des centres urbains, à l'écart d'une route, à l'écart des réseaux, eh ben, il faut venir faire du bitume pour venir y accéder. Il faut prolonger des réseaux dans le sol, des tuyaux, des câbles, etc. Et tout ça, ben, c'est au détriment de l'environnement. Et ensuite, après, il faut que les services urbains, par exemple les poubelles, c'est des litres d'essence en plus, des dizaines de litres. Je crois qu'un camion poubelle consomme quelque chose comme 13 litres au 100 km. C'est énorme en termes de consommation après pour venir nettoyer les rues, pour venir chercher les poubelles, etc. Et c'est exponentiel. Donc plus on va arriver à limiter l'étendue des bourgs, plus on va arriver à concentrer nos espaces urbains, plus tout le monde pourra se connaître parce qu'il y aura plus de proximité, plus on pourra tous bénéficier des services facilement, plus les enfants pourront aller à pied à l'école au lieu d'être obligés de les emmener en voiture et de gaspiller de l'essence et de faire des kilomètres et des embouteillages, etc., etc. Donc le modèle de développement le plus durable, le plus écologique, c'est la ville. Et en Guadeloupe, on a cette chance encore d'avoir des espaces ruraux qui ne sont pas de la ville, contrairement par exemple à la Martinique où ils ont beaucoup plus de problèmes de mitage que nous. Il faut qu'on arrive à prendre conscience de ça et à limiter l'extension comme ça des bourgs. Pareil pour les zones commerciales. Au lieu d'avoir peut-être une grande centre commerciale pour toute la Guadeloupe, il serait peut-être plus intelligent, plus stratégiquement plus viable d'avoir quelques centres commerciaux comme ça qui soient un peu mieux répartis sur la Guadeloupe pour que tout le monde ne fasse pas une centaine de kilomètres pour venir à Jarry, mais que les gens du Moule aient leur zone, les gens de Basse-Terre également. Bien sûr, il faut qu'elle se soit limitée, mais voilà, et qu'on puisse répartir sur le territoire les compétences, les services qu'on offre à la population. La répartition, oui, effectivement, ça je la conçois bien. Là où je demande un petit peu plus d'explications, c'est par rapport à la densification du bourg. On est sur un petit territoire. On voit très peu d'espace libre en fait pour pouvoir faire de nouvelles constructions. C'est quoi l'idée? C'est de construire des immeubles verticaux qui vont pouvoir avoir abriter de plus en plus de population, ou comment on fait dans un petit territoire pour pouvoir ramener tout le monde à proximité? Alors, comment se sont faites toutes les villes du monde, hein? Elles ont commencé par être des villages avec des simples maisons à un étage. Et puis petit à petit, ça s'est ordonné. On a déterminé des parcelles, des terrains. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, quand il y a eu une famille qui a revendu, une personne a détruit la maison, ou la maison s'est écroulée d'elle-même suite à un cataclysme, et puis on a construit 2 niveaux. Et puis petit à petit, comme ça, au fil de l'histoire, les choses ont fait que les villes les plus denses ont des immeubles maintenant de 6, 7, 8 ou 20 étages. Et la Guadeloupe, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez des bourgs avec un grand nombre aujourd'hui de parcelles qui sont inutilisées à cause de l'indivision, du problème de l'indivision, donc des vieilles cases qui s'écroulent, qui tombent en ruine, et qui constituent après des terrains vierges sur lesquels on peut construire. Et c'est là qu'on pourrait justement investir
pour créer des immeubles de hauteur moyenne dans un premier temps, ou plus haute quand c'est nécessaire. Par exemple, vous avez des territoires comme Pointe-à-Pitre qui sont construits sur des remblais, sur la mer, sur des marécages, dans lesquels le sol est très mauvais. Donc pour rentabiliser, vous êtes obligé de monter très haut. Parce qu'il faut construire des fondations profondes qui vont chercher parfois le bon sol jusqu'à 30 mètres. Donc pour rentabiliser, si vous ne faites pas un immeuble qui fait au moins 5 étages, vous ne rentrez jamais dans vos coûts. Et donc l'idée, c'est petit à petit, comme ça, dans les bourgs, on a cette grande opportunité en Guadeloupe d'avoir beaucoup de parcelles délaissées en indivision. Et ben, c'est de mettre les moyens fiscaux, réglementaires et une réelle volonté politique pour aller les reconquérir et pour offrir des opportunités à des investisseurs privés aussi de venir y construire des immeubles et pour venir densifier les villes. Parce que les villes, elles offrent déjà tout ce qu'il faut pour vivre. Il y a des commerces, il y a des places, il y a des petits jardins, des parcs. On vient récemment de livrer des jardins Henri IV à Pointe-à-Pitre, en bas du cimetière de Pointe-à-Pitre, qui étaient autrefois des espaces verts de résidence des années 50 qui ne servaient finalement pas à grand monde, à personne, parce que c'était à la fois public, à la fois privé, alors que là maintenant c'est un vrai jardin public, les jeunes peuvent aller faire du sport, les mamans peuvent aller se promener avec leurs enfants, etc. Donc l'espace urbain, c'est une plus-value inimaginable. Aujourd'hui, les villes qui attirent les gens du monde entier, ce sont des villes où les espaces publics sont riches et de qualité. C'est l'espace public qui fait la valeur ajoutée d'une ville. Et aujourd'hui, malheureusement, la plupart des gens vont plutôt de préférence faire leurs courses hors des villes, parce que nos bourgs sont un petit peu souvent en souffrance. C'est pas le cas de tous, et je constate que de plus en plus il y a des bourgs qui se développent, qui ont compris ça et qui mettent de l'argent, des moyens dans la construction, la mise en valeur des espaces publics. Voilà, donc ça c'est une des premières choses pour l'architecture de demain, c'est-à-dire que pour l'instant l'architecture guadeloupéenne qui essaye de faire de son mieux, elle utilise des matériaux qui sont préfabriqués, qui sont importés, alors qu'autrefois l'architecture traditionnelle essayait tant que faire se peut d'utiliser les matériaux qu'on avait autour de nous. Et on utilisait par exemple le bois local, on utilisait les pierres qu'on avait pour constituer les fondations des maisons, des cases. Alors, je crois qu'aujourd'hui on est dans un tournant, c'est-à-dire que l'industrialisation nous a fait passer dans un mode de construction traditionnel, un mode de construction industrielle. Et je crois que l'architecture écologique de demain, ça sera un mix savant des deux pour revenir à des matériaux naturels. Par exemple, on sait que le bambou, c'est un matériau extraordinaire. On a du bambou en Guadeloupe. Alors peut-être pas aujourd'hui les espèces de bambou qui permettent de construire, mais on peut tout à fait imaginer d'avoir quelques endroits où on planterait ce type de bambou et de faire de l'architecture avec du bambou. Aujourd'hui, ce n'est pas possible pour des raisons réglementaires, parce que nous dépendons de l'Europe et que les réglementations européennes exigent de faire des tests, et on n'a pas encore eu de validation de ce matériau pour, par exemple, les mettre en façade ou les utiliser en tant que structure. On a un petit peu le même problème qu'Henri Joseph avec la pharmacopée guadeloupéenne, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a un problème, une opposition entre l'endroit où on se trouve et l'espace politique, géopolitique auquel on appartient, qui est l'Europe. Et on va devoir essayer de faire valoir notre spécificité pour pouvoir faire accepter des matériaux de construction locaux dans notre architecture pour pouvoir les utiliser de nouveau. Voilà, je crois que ça, c'est vraiment une question d'avenir. Et puis après, on a vu avec les cyclones Maria et Irma dernièrement qu'il faut revenir aussi à des processus et des stratégies qui permettent de rester quelques jours en autarcie, à savoir revenir absolument aux citernes, récupération des eaux de pluie, développer au maximum les apports d'énergie par les énergies renouvelables avec les panneaux solaires, les éoliennes. Il y a déjà l'eau chaude solaire qui est déjà obligatoire maintenant dans le logement social, donc ça c'est une très bonne chose. Et puis, ne jamais oublier que dans tous les logements, il devrait y avoir au moins une ou plusieurs pièces, un peu bunker, de refuge, qui permettraient à une famille de subsister en cas de coupure électrique et de coupure d'eau pendant au moins quelques jours. Voilà, ça c'est très important. C'est pour l'architecture de demain. Alors ça c'est pas forcément l'architecture, c'est un peu la construction et dans l'habitat en tout cas, prévoir ce genre de choses.
construire avec cette conscience qu'on est très fragile, que les événements climatiques sont de plus en plus violents, et donc qu'on doit être capable d'y faire face de mieux en mieux, quelle que soit leur intensité. Voilà. Et puis, encore une dernière fois, la culture architecturale et urbaine, la développer par le biais de l'école, des médias, l'éducation en famille, pour que les citoyens deviennent des éco-citoyens plus responsables et avisés, et que les élus qui nous gouvernent prennent conscience de l'importance de développer justement la qualité de l'architecture, la qualité des espaces publics, et quelque chose de tout bête, mais de développer aussi les espaces urbains, de mettre des trottoirs sur le bord des routes pour que les personnes âgées, les jeunes enfants puissent se déplacer à pied en toute sécurité. Et puis voilà aussi le respect de l'environnement, faire passer les questions écologiques au premier plan et non pas, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, un peu après l'intérêt économique. Parce qu'aujourd'hui on est dans un moment de l'humanité où on se rend compte que quand on n'aura plus rien à manger, on ne pourra pas manger les billets. Exactement. D'accord. Et là, vous êtes président de la Maison de l'Architecture. Vous avez des projets par rapport à cette association. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus justement pour pouvoir faire passer certains messages? Tout à fait. Alors, Maison de l'Architecture, c'est une association loi 1901 à but non lucratif qui a été créée en l'an 2000 à l'initiative du Conseil régional de l'Ordre des architectes par un architecte malheureusement qui nous a quittés, qui s'appelait Christian Galpin. Et son but, c'est d'inspirer, de promouvoir et de faciliter la compréhension de l'architecture, l'urbanisme et la qualité du cadre de vie au travers d'actions, de rencontres, d'échanges et de débats. Voilà. Ça peut aussi être des expositions, ça peut être des rencontres internationales ou la promotion de l'édition, comme on va le voir plus tard. L'idée, c'est aussi de tisser des relations interprofessionnelles. Donc c'est un petit peu le but aussi et l'objet de notre rencontre, avec tous les acteurs concernés par la filière construction. L'idée, c'est donc de créer des liens, en fait, finalement, et de diffuser la culture architecturale au sens large. Par exemple, par le biais d'actions. Donc, avant de dénoncer les quelques actions qu'on a mises en place, il faut savoir que la Maison de l'Architecture est soutenue par la DAC Guadeloupe, le Conseil régional, le Conseil général, les villes d'art et d'histoire telles que Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, le CAUE et l'Ordre des architectes de Guadeloupe. Voilà. CAUE, on peut reprendre le sigle? Alors, c'est le Conseil de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement de Guadeloupe. Voilà, c'est une entité publique qui est là pour donner des conseils pour les gens qui veulent, par exemple, faire des rénovations d'habitats anciens, qui distribue des subventions, qui va aussi dans les écoles pour faire de l'éducation, de la sensibilisation à l'architecture et à l'urbanisme. Qui reçoit aussi le grand public Qui reçoit aussi le public, pour le coup, ouais, le CAUE. Donc voilà, la Maison de l'Architecture et ses membres, leur but et leur motivation, c'est que la diffusion de cette culture, ça joue un rôle essentiel dans la société. Et favoriser l'accès à la connaissance et à l'information, ça permet au public aussi d'être plus exigeant vis-à-vis des élus et des gens qui ont le pouvoir décisionnaire. Donc c'est croire en la possibilité de faire évoluer le niveau de la demande architecturale et tout ça pour créer un cadre de vie de plus grande qualité pour nous tous. Voilà. Parce que nous, parfois, on se sent un peu seul quand on va exiger certaines choses, quand on essaye de se battre dans des projets publics pour amener un surplus de qualité, pour proposer par exemple un parvis qui soit ouvert, qui soit public, pour exiger ou demander que l'on mette le moins possible de barrières et de clôtures autour des bâtiments publics, parce que trop souvent, on nous demande de clôturer parce qu'on ne veut pas que n'importe qui vienne à l'intérieur des bâtiments, mais parfois c'est aussi sécurisé quand on a un bâtiment qui est ouvert et qui est à la vue de tous, que quand on a une clôture et que quand quelqu'un pénètre derrière, après plus personne ne le voit et il peut aller casser et voler des choses. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on soit le plus soutenu possible aussi par le grand public. Communication, donc on a une page Facebook, Maison de l'Architecture de Guadeloupe. On a un site internet, www.ma-guadeloupe.org. Vous avez aussi des rencontres 2 fois par mois, une fois tous les 2 mois. Alors j'allais y venir, donc très rapidement, les membres de la Maison d'Architecture, donc les vice-présidents, les 2 vice-présidents, c'est Patrice Gorin, Laurent Dario. Nos secrétaires, ce sont Cédric Blément et Nicolas Méraud. Le trésorier Gonal Besson et les membres honoraires Perrine Huguet, Éric Ramlal, Christophe Marie et Émile Romney.
voilà, qui sont un peu membres à vie parce qu'ils ont par le passé été soit présidents, soit eu une action très prononcée dans la maison d'architecture. Et donc ils restent un petit peu des guides, c'est un peu le conseil des sages de la maison d'architecture. Star Wars. Voilà. Il faut savoir par exemple qu'une des actions fortes de la maison d'architecture a été l'occupation du site de l'usine d'Arboussier en 2007. Et c'est ce qui a fait que la région Guadeloupe a décidé de construire le bâtiment sur ce site-là. Parce que le premier concours qui avait été lancé était sur un terrain agricole à Bémao, qui avait beaucoup moins de sens que ce site de l'usine d'Arboussier, très, très chargé socialement, historiquement. Oui. Voilà. Et la maison de l'architecture a organisé donc un espèce d'happening sur 3 jours. Elle a fait entrer le public sur le terrain, elle a repeint les bâtiments, ils ont fait venir des artistes. Léna Blou a fait danser ses élèves. Des artistes, des sculpteurs sont venus récupérer des bouteilles, par exemple, sur le site. On fait des sculptures avec. Jean-Marc Hunt, François Piquet avaient récupéré des fers de tonneaux qui contenaient du rhum pour en faire un taureau, par exemple, une sculpture en forme de taureau. Il y a Max Ripon, le poète, qui avait gravé sur des plaques métalliques rouillées des poèmes. Enfin, c'est Georges Rovelas qui avait gravé des poèmes de Max Ripon. Enfin bref, c'était une effervescence incroyable au niveau artistique et culturel, et c'est ce qui a fait que le Memorial Act est aujourd'hui là où il est. Voilà. Enfin, donc je vais en venir aux actions qu'on propose. On a plusieurs pôles. Le premier, celui qui fonctionne le plus régulièrement aujourd'hui, c'est les cafés archi, effectivement. Donc tous les 2 mois, on projette un film, un documentaire en général, qui aborde des thèmes de l'architecture, de cadre de vie, mais ça peut être l'art, ça peut être l'écologie, ça peut être le paysagisme. Et on invite des gens qui sont spécialistes du domaine et qui viennent répondre aux questions du public à l'issue du film. La semaine dernière, c'était dans le cadre de la 9e édition du Pool Art Fair Guadeloupe, et c'était sur le street art et le muralisme. Il y a des artistes aujourd'hui qui peignent sur des murs de 60 mètres de haut par 30 mètres de large, avec des grues, des camions nacelles, ou tout simplement suspendus par le haut, qui font des œuvres monumentales. Et on tenait, dans le cadre de la Pool Art Fair, justement à parler de ça. Et on a invité pour le coup Joëlle Ferly, qui est plasticienne et qui est cofondatrice de l'Artocarpe, une association culturelle très connue qui est sur la commune du Moule, très active. Et puis Yes Wu, qui est un des membres fondateurs du collectif 4KG, qui est un graffeur reconnu en Guadeloupe et qui nous a donné ses sentiments, ses impressions sur le film. Tout ça pour qu'on comprenne un petit peu la difficulté de ce genre de pratique et qu'on voit aussi dans quel cadre c'est fait. Malheureusement, les artistes ne sont pas toujours rémunérés à la hauteur de leur talent, etc. Et le but des cafés archi, c'est vraiment ça, c'est à chaque fois d'aborder un thème. On en a eu un sur le design lors du salon du design qui avait lieu au Memorial Act il y a 2 ans. On a également eu un autre café archi sur le thème de artistes et architectes pour la dernière Pool Art Fair. On est invité chaque année dans le cadre du Terra Festival, très gentiment par l'équipe organisatrice du festival, pour créer des soirées qui parlent d'architecture et d'écologie. Donc on avait parlé de l'école de Bali, une école qui est toute en bambou. On l'avait mise en rapport avec la fondation Vuitton à Paris, qui est elle toute en métal et en verre. Donc 2 opposés, gros contraste. Et puis à chaque fois c'est un thème différent. Café archi, on les a transposés en récré archi, donc dans les écoles, on va dans les collèges, les lycées, les écoles, montrer des films aux enfants et on leur paye un petit goûter évidemment pour l'occasion et on discute avec eux de l'architecture, de l'écologie, du développement durable. Pour les sensibilités au plus jeune âge déjà. Exactement. On a un pôle de promotion de l'édition autour du livre de l'architecture en Guadeloupe. Donc on recense tous les livres qui parlent d'architecture et d'urbanisme et de cadre de vie en Guadeloupe, ou alors faits par des Guadeloupéens, ou alors, qui parlent de la Guadeloupe. Donc là, on va très bientôt mettre ça en ligne. On fait des fiches, entre guillemets, des fiches de lecture avec toutes les informations pour mettre en avant cette belle production qu'on a ici. Je pense par exemple à un ouvrage sur Aliture de Michel Robin-Clair. Je pense à un autre ouvrage sur Aliture de Sophie Paviol, qui est enseignante, qui est d'origine guadeloupéenne, qui enseigne à l'école d'architecture de Grenoble. Je pense évidemment à Casantillet et Jean Moncareté, la Bible des architectes guadeloupéens qui a été éditée par Jacques Berthelot, Jean Moncareté, Jacques Berthelot et Martine Gaume dans les années 80. Des grands classiques. Il y a L'urgence, l'échéance, la durée de Marc Jallet aussi qui parle de l'urbanisme en Guadeloupe.
Voilà, bon, c'est pour n'en citer que quelques-uns. Il y a une très belle, très riche production de livres sur l'architecture en Guadeloupe, donc on va mettre ça en avant. Ensuite, on a un pôle qu'on est en train de mettre en place pour créer des magazines vidéo qui s'appelleraient les Panoramag, qui seraient des 3 minutes environ, qu'on diffuserait, qui seraient bimensuels, parce que bon, notre structure ne permet pas d'en produire plus régulièrement, malheureusement pour l'instant. Mais voilà, Panoramag, ça serait une petite vidéo, un petit documentaire de 3 minutes, un peu comme du côté de chez vous, qui passerait sur une chaîne guadeloupéenne et qui permettrait au grand public d'accéder à des bâtiments ou à des espaces publics qui leur seraient expliqués, qui leur permettraient de les comprendre et non plus simplement de les appréhender, de les voir, mais vraiment de les comprendre, comment ils ont été conçus, pourquoi on a demandé aux architectes de les faire et comment ça s'est passé. Et enfin, voilà, un des derniers pôles qu'on est en train de mettre en place, ça serait éventuellement un prix de l'architecture guadeloupéenne, afin de motiver les architectes et puis plus tard aussi les maîtres d'ouvrage, les politiques, d'aller vers plus de qualité architecturale. Voilà, donc ça c'est un petit peu les actions sur lesquelles nous travaillons depuis maintenant 2 ans. Des grands projets et tout ça dans le bénévolat. Tout ça dans le bénévolat, tout à fait, il faut le souligner. Donc c'est un grand nombre d'heures qu'on donne en plus à cette passion. De votre activité tout à fait, en plus de notre activité d'architecte. Et donc j'en appelle à tous ceux qui veulent venir nous rejoindre. Et évidemment, s'il y a des privés, des professionnels, des entreprises qui souhaiteraient contribuer à tout cela, ils sont les bienvenus pour qu'on les rencontre. L'idée, c'est aussi de créer un réseau interprofessionnel. Donc voilà. D'accord. Il y a justement des bons qui sont distribués. Lorsque j'ai assisté la semaine dernière au Café Archi. Voilà, ce sont des bulletins d'adhésion. Des bulletins d'adhésion Tout à fait. Qu'on peut retrouver où? Alors, ils seront disponibles sur la page Facebook de la Maison de l'Architecture et sur le site internet. D'accord. Voilà. Mais vous pouvez tout simplement nous envoyer un email ou bien nous téléphoner ou nous contacter via Facebook, il n'y a pas de souci. D'accord, de toute façon, on mettra tous les renseignements sur l'article du blog. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous, Monsieur Rigaudot. Merci à vous, et puis on espère que vous serez présent au prochain Café Archi qui aura lieu d'ici 2 mois. Ouais. Voilà, c'est déjà noté en tout cas. Super. Merci. C'était votre podcast avec Caliblue, première plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels du BTP aux Antilles-Guyane.